En fait, l'empreinte environnementale du numérique va se retrouver dans le carbone, donc le principal, l'impact sur le climat, mais aussi dans la consommation de matière, notamment de ressources rares, des métaux en particulier. Ça peut être de l'or, par exemple. L'or est un métaux qui est pas si courant que ça, et qui est très présent dans les connecteurs électriques. Ça peut être du cuivre, évidemment, mais ça peut être plein d'autres choses, du coltan, du cobalt, etc. Le carbone est une sorte de monnaie d'échange. D'abord, il est très compréhensible pour tout le monde. Tout le monde voit ce que c'est, entend parler. Alors, voit ce que c'est, je ne sais pas, mais en tout cas, entend parler des émissions de CO2, donc de dioxyde de carbone. Et puis, fondamentalement, toute activité économique va générer des émissions de CO2. Pardon. En revanche, le numérique est relativement absent de sujets comme l'eutrophisation de l'eau, la pollution des sols, etc. Sauf en matière de pollution des sols par justement les fameux minerais, parce que les minerais viennent de mines, et les mines, elles, ont une activité assez nocive en termes de pollution des sols. Alors déjà, les grands opérateurs se sont engagés, en tout cas les grands opérateurs européens se sont engagés dans une politique qu'on appelle net zéro carbone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à horizon 2040 pour la plupart, certains un petit peu après, quelques-uns rares un petit peu avant, l'impact de l'activité économique de l'opérateur en question sera nul d'un point de vue carbone atmosphérique. Pourquoi ça? Parce qu'ils vont commencer par beaucoup réduire leurs émissions de carbone, et puis ils vont séquestrer dans des puits de carbone naturels pour la plupart, les émissions qu'on appelle résiduelles. Typiquement, il faut commencer par diviser par 10 ces émissions. On peut pas se dire qu'on va être net zéro carbone si on compense par exemple la moitié des émissions qu'on a aujourd'hui. Les arguments du type qui heureusement on n'entend plus maintenant, vous pouvez prendre l'avion parce que je plante un arbre, ça peut pas marcher en fait dans une trajectoire net zéro. Donc l'enjeu des opérateurs, c'est d'abord de diviser par 10 leurs émissions de carbone à horizon 2040, on va dire en moyenne pour les opérateurs européens, plus tard pour dans d'autres continents, et puis de séquestrer le reste dans des puits naturels. Mais ce que je vous dis en vous disant ça, en fait, je réponds pas à la question. Je réponds juste à la question pour les opérateurs, là où je travaille. Mais en fait, l'empreinte numérique, elle est essentiellement ailleurs que chez les opérateurs. Elle est essentiellement dans les terminaux et les data centers, les centres de données. Et là, en fait, les opérateurs sont en partie responsables des émissions liées aux terminaux, puisqu'ils en vendent eux-mêmes dans leurs boutiques, mais c'est une partie simplement des terminaux qui sont vendus, moins de la moitié en France par exemple. Mais ils ont un enjeu, sans doute, à faire en sorte de ne pas renouveler, de ralentir le rythme de renouvellement des terminaux, et puis surtout aussi d'être capable de mettre dans les mains des clients des terminaux qu'on dit reconditionnés, c'est-à-dire des terminaux d'occasion. Comme ça existe en fait très bien sur le marché de l'automobile aujourd'hui, où en France, par exemple, je crois que 80% des voitures vendues sont des voitures d'occasion. C'est pas du tout le ratio aujourd'hui pour les téléphones. Il faut regarder ça sous deux angles. Il y a ce qu'achète, ce que ne voit pas le client et ce que voit le client. Ce que ne voit pas le client, enfin vous et moi, tout le monde dans la rue, c'est justement les équipements qui sont dans le réseau. Ça, c'est le boulot des opérateurs. Et si on parle, moi je parle beaucoup d'opérateurs parce que c'est mon métier, mais c'est pareil dans les data centers avec les serveurs, les mémoires, etc. Ça doit se gérer par une vision écosystémique. C'est-à-dire qu'il faut trouver avec les fournisseurs le moyen d'allonger cette durée de vie. Ça veut dire quoi concrètement, allonger la durée de vie d'un terminal? Premièrement, ça veut dire avoir une garantie de maintenance de la part du fournisseur. Et dans la maintenance, on pense beaucoup à la maintenance du hardware, de l'équipement, un peu comme quand vous allez chez votre garagiste et vous faites des révisions. Aujourd'hui, dans les télécoms, il faudrait qu'on soit capable de faire des révisions autant qu'on veut. Vous pouvez garder une voiture 15 ans, vous pouvez faire des révisions pendant 15 ans. C'est pas le cas aujourd'hui pour beaucoup d'équipements télécoms. Et puis, deuxièmement, il y a la maintenance logicielle. Et la maintenance logicielle, ça c'est très important parce que un équipementier qui ne garantit plus la maintenance logicielle de son équipement ouvre des failles de sécurité. Un gros enjeu de la maintenance logicielle, c'est de faire en sorte que les équipements soient toujours protégés contre les virus et autres attaques. Et pour ça, en fait, il faut qu'on travaille avec ces équipementiers pour allonger la durée de maintenance logicielle, c'est-à-dire qu'ils continuent à fabriquer des patchs de sécurité, on dit, pour garantir la sécurité des équipements. Et ça, je pense qu'on peut y arriver, et d'ailleurs on a commencé, et on travaille beaucoup avec les industriels, on va arriver à allonger ça. Le deuxième volet, c'est ce que voient les clients.
Ce que voient les clients, c'est pareil en fait. Il faut allonger la maintenance des équipements logiciels, parce qu'aujourd'hui, imaginez que vous avez un vieux smartphone et que vos applications bancaires vous dit l'OS, l'operating system n'est plus compatible, tu peux plus te connecter à l'application bancaire, bah vous êtes bien obligé de changer de smartphone, parce que vous avez besoin de vous connecter à votre application bancaire, par exemple. Et donc, en fait, il y a toutes des négociations avec les industriels pour allonger la durée de vie de ces équipements-là, de la maintenance logicielle de ces équipements-là. Et puis après, pour allonger la durée de vie d'un équipement, il faut être capable de le réparer. Donc, il faut les rendre réparables. Et donc, il y a beaucoup de travaux qui sont faits, des labels qui ont été créés par des opérateurs notamment, pour être capable de rendre les terminaux plus réparables et allonger la maintenance logicielle. Et il y a des annonces qui sont faites, qui ont été faites récemment, soit sur les OS Android, qui sur un terminal d'une certaine marque, qui allonge justement à 5 ans la durée de vie logicielle, alors qu'avant c'était beaucoup moins. C'est aussi le cas sur d'autres marques qui ont déjà. Donc ça veut dire que quand vous êtes un consommateur, réfléchissez aussi à ce que vous achetez, à la maintenance logicielle. Et puis après, il y a la désirabilité. Si les gens veulent changer de téléphone, même si on peut le garder 5 ans, ça marchera pas, quoi, en fait. Donc il y a tout un enjeu de travailler, comme dit Aurélien Barraud, il est plus urgent de travailler la beauté que d'équilibrer son bilan carbone. Qu'est-ce qu'on désire, en fait? Je sais pas si vous connaissez une théorie qui est due à alors nord-américaine, parce que je ne sais pas si elle est canadienne ou états-unienne, qui s'appelle Kate Raworth, qui s'appelle la théorie du donut. Un donut, c'est un anneau comme ça, et en fait, il y a un plancher et un plafond. Le plafond, c'est les limites planétaires. C'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise ait son activité, et quand on est net zéro carbone, par exemple, c'est le cas. C'est pas le cas aujourd'hui pour une entreprise comme Orange, mais c'est l'objectif à terme. On est sous les limites planétaires. C'est-à-dire que son activité n'a pas d'impact nocif sur la durabilité planétaire. Mais il y a aussi un plancher. Et le plancher, c'est les besoins sociaux minimums. Il faut faire en sorte que l'activité de l'entreprise réponde aux besoins sociaux minimums. C'est quoi un besoin social minimum? C'est se loger, se vêtir, se nourrir, par exemple. Mais nous on considère, en tant qu'opérateur, que c'est aussi avoir accès à Internet. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de monde qui n'a pas accès à Internet. En France, il y en a. Alors, c'est pas beaucoup, mais il y en a encore. En Europe, il y en a. Mais en Afrique subsaharienne, par exemple, où nous opérons, c'est 65% de la population qui n'a pas accès aujourd'hui à Internet. Soit parce qu'il n'y a pas de réseau, mais c'est pas la cause principale, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter un terminal, ou ils n'ont pas la culture pour se servir du numérique. Donc, dire aujourd'hui il faut se restreindre, certainement pas en Afrique subsaharienne aujourd'hui. C'est pas l'enjeu. Il faut continuer à investir du réseau, donc investir du carbone, pour parler crûment, en Afrique subsaharienne. Ça veut dire que dans le reste du monde, il va falloir peut-être, oui, se restreindre. Et il faut considérer, je pense, chaque innovation qui arrive en se posant la question de quel est son impact social, est-ce que ça sert à quelque chose d'un point de vue social, et là, il faut en discuter avec plein de monde, et puis quel est son impact environnemental. L'exemple de la 5G qui a été pris est un bon exemple, en fait. C'est pas une technologie en elle-même qui va être bénéfique ou maléfique d'un point de vue environnemental. C'est l'usage qu'on en fait. Moi, je pense que les opérateurs du numérique, en tout cas les opérateurs télécoms, comme je vous le disais, sont enclenchés dans cette transition. Ça me choque pas que le pacte vert européen se concentre sur ce qui émet le plus. Les transports, l'industrie lourde, l'agriculture, le logement. Il faut commencer par s'attaquer aux gros problèmes. En fait, si on veut résoudre les problèmes planétaires et tenir les accords de Paris, il faut être un minimum rationnel. Il faut avoir une approche de physicien, de scientifique, et commencer par tailler là où ça compte vraiment. Le numérique aujourd'hui, tout mis ensemble, les terminaux, les data centers, les réseaux, ça fait 4% au niveau mondial des émissions. C'est important. Surtout, ça monte. Mais c'est quand même pas le gros du sujet, en fait, d'un point de vue émissions. Et donc, c'est pas choquant que les politiques européennes se focalisent sur ce qui compte vraiment, d'abord en matière d'émissions. Et les acteurs aujourd'hui du numérique, que ce soit, alors il y a un certain nombre de fabricants d'équipements qui font des annonces sur le sujet, qui ont déjà fait des travaux assez intéressants et franchement assez remarquables. J'en ai un en tête là, sur la fabrication des équipements. C'est bien. C'est pas la peine aujourd'hui de se dire on va mettre une grosse pression sur le numérique et puis on s'occupera du transport après. C'est l'inverse qu'il faut faire. Donc c'est pas choquant. Et la question en fait pour le numérique de toute façon, comme je vous disais, c'est déjà emparé du sujet.
Après, il y a une question que vous avez posée sur les évolutions technologiques. L'IA générative, par exemple, je pense qu'on s'est pas posé la question de l'impact environnemental. Ça consomme une énergie folle, hein, cette affaire. À quoi ça sert? Bah, ça peut servir à plein de choses, mais si ça ne sert qu'à des étudiants à faire leurs devoirs plus vite, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Heureusement, ça ne sert pas qu'à ça. Mais moi, je suis incapable de vous dire aujourd'hui si l'IA génératif a un impact positif ou négatif sur la planète à long terme.